Bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien, un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leur parole et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sois un doctorat, un postdoc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas. Si tu rencontres des difficultés ou que cette histoire te fait écho, n'hésite pas à demander de l'aide, t'adresser à des professionnels de santé ou services dédiés à ces problématiques. Aujourd'hui, je te laisse en compagnie de Marine. Elle va te raconter son histoire abordant les notions de dépression, crise d'angoisse et changement d'humeur. Des idées noires, voire suicidaires, y sont partagées. Ainsi, si toi ou ton entourage souhaite avoir un soutien sur ce sujet, le numéro gratuit national de prévention du suicide, le 3114, est à disposition. Si tu es prêt, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine, bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci Amélie, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Nous allons échanger sur ton histoire, ton parcours et plus particulièrement ta thèse. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur celle-ci ? Tout à fait. Donc, je travaillais dans un laboratoire qui avait pour thématique l'oncologie et l'immunologie. J'avais fait en fait mon stage de Master 2 au sein de ce même laboratoire et j'avais passé le concours du ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir un financement que j'ai obtenu pour 3 ans. Et du coup, cette thèse, elle a duré 3 ans, mais j'ai obtenu 1 an de financement en plus, puisqu'en biologie, c'est un peu compliqué de faire une thèse en 3 ans. Donc, j'ai eu la chance d'obtenir ce financement. Et donc, en totalité, elle a duré 4 ans. Donc, j'ai soutenu en décembre 2018. Et comment elle a débuté ? Comment ça s'est passé au début ? Je dirais qu'au début, il y a toujours un peu ce côté, la joie de commencer une thèse, parce que c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et puis, je dirais, l'ambiance avec les collègues était vraiment bonne, était vraiment bien. On s'entendait tous très bien. C'était vraiment le côté agréable. Et aussi, il y a ce côté de découverte au sein de la thèse, du début de thèse, où tout est nouveau. Je me sentais plus comme un bébé chercheur où je connaissais pas forcément grand-chose. Donc le début, c'était vraiment, je dirais, positif. Tout était vraiment... c'était la découverte et du plaisir au début. Du coup, tu dis au début, à quel moment tu as rencontré ou éprouvé une certaine souffrance psychique ? Il y a eu, je dirais, plusieurs périodes. Il y a eu une période à mi-thèse où ça a été plus compliqué, où mon projet n'avançait pas. Il y a eu ces phrases qui ont été dites, c'est normal en milieu de thèse. Il y a toujours ce creux de vague parce qu'on ne maîtrise pas encore son sujet, parce que on ne s'approprie pas encore totalement tout ça. Et vraiment, je me suis pas sentie très bien. Je suis partie spontanément prendre quelques jours à l'étranger. J'en avais vraiment besoin pour, je dirais, couper un petit peu ça. Et après, on se dit que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la thèse. Et après, je dirais, la plus grosse souffrance, vraiment, ça a été en fin de thèse. Et là, ça a été la période, je dirais, la plus compliquée que j'ai vécue. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la période la plus compliquée ? Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là qui te fait dire ça ? Beaucoup de choses. Je dirais que j'ai commencé à perdre pied au niveau émotionnel. C'était vraiment des pleurs, de l'irritabilité et des crises d'angoisse qui ont commencé à arriver. Et à cette époque-là, je ne savais pas du tout que c'était des crises d'angoisse, quoi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais en tout cas, de pleurer, de plus arriver à respirer, de se recroqueviller sur soi et d'avoir cette impression vraiment de mourir, c'était si puissant que ça m'a désarmée, je dirais, les premières fois où j'ai eu ces crises de panique. Et du coup, ces crises d'angoisse que tu nous décris, tu les as plus senties en milieu de thèse, en fin de thèse ? Est-ce que tu as vu une progression ? Alors, j'en ai pas eu en milieu de thèse, en tout cas, c'est pas quelque chose dont je me souviens. Ça a vraiment démarré à la fin de ma thèse où il y a eu le rapprochement de la soutenance de thèse. En soi, il est autorisé par les universités de pouvoir finir après 3 mois à la fin du financement.
Moi, je souhaitais soutenir ma thèse vraiment durant ma période de financement, mais ce qui n'a pas été décidé en tout cas par ma directrice de thèse, qui a souhaité que je la fasse vraiment au bout des 3 mois, autorisée par les universités, l'université et l'école doctorale. Ça m'a mis dans une situation financière qui est compliquée. Le chômage quand on est en thèse, c'est pas grand-chose. Bon, déjà en thèse, on touche pas forcément grand-chose à plus de bac plus 5, mais c'est pas, je dirais que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui a déclenché au début cette première crise, en tout cas, je dirais émotionnelle, où ça m'aidait dans une situation finalement non voulue. Moi, j'avais fini d'écrire ma thèse. Je devais attendre la correction de ma directrice de thèse qui me l'a donnée en septembre. Mon financement se terminait fin septembre. Correction manuscrite. Donc après, pour tout rentrer sur la version Word sur le PC, ça a été une joie. Et de pousser vraiment et pousser au maximum finalement les deadlines à chaque fois. Et j'ai commencé vraiment je dirais, à décrocher, à plonger. Parce qu'aussi, personnellement, le fait de devoir être au chômage, de toucher, c'était à peu près 1 000 € par mois. En région parisienne, c'est compliqué. Donc, j'étais avec une personne à ce moment-là. Et du coup, on a habité ensemble. Donc, ça s'est fait pour cette raison-là, ce qui n'était pas forcément peut-être le bon moment, mais ça s'est fait comme ça. Et je pense que tous ces changements aussi ont fait que ça a commencé au niveau émotionnel à être très compliqué. Beaucoup d'irritabilité, de pleurs et de commencer à être à bout. Ouais, j'avais qu'une hâte, sincèrement, c'était d'être au chômage, d'être le 1er octobre pour être finalement débarrassée des mails de ma directrice de thèse. Tu parles de chômage, de volonté de se détacher de cette directrice de thèse. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui t'ont fait augmenter un petit peu ces crises d'angoisse, comme les mails que tu recevais ? Est-ce qu'il y a d'autres événements ou d'autres signes que tu as perçus qui ont augmenté ces ressentis-là ? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres signes, mais en fait, la fin de thèse, ce qui a été dit et ce que j'ai entendu, ça a été c'est normal que ça soit difficile et c'est normal un petit peu que ça soit douloureux et finalement pas si facile. Donc ça par des collègues, des personnes en tout cas de l'entourage. Mais c'est vrai que d'être confrontée dans une situation que je ne souhaitais pas, d'être submergée de mails, je pensais vraiment que d'être au chômage allait permettre de calmer tout ça, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et ça a, je dirais, majoré ces signes que j'avais d'irritabilité, de pleurs, de crise, de panique. Ça a été les premières fois vraiment que je les ai eues. Ça a été quand j'ai été au chômage où tout ça a été majoré parce que je pensais qu'à ce moment-là, j'allais être libérée finalement par cette situation que je ne souhaitais pas. Vu que le fait d'être au chômage, ça t'a pas apporté cette distance et un soutien que tu aurais pu avoir, est-ce qu'à un moment, tu as cherché une autre aide ou un autre soutien via tes proches ou via d'autres personnes ? À ce moment-là, non. Je pense que moi-même, je pense et je suis sûre maintenant que je savais même pas ce qui se passait et que j'étais en train de glisser finalement vers une difficulté, vraiment une souffrance que j'ai pas du tout verbalisée. Je dirais pas que je m'inquiétais pas, je savais qu'il se passait quelque chose. Comme j'avais pas de connaissances en tout cas sur tout ce qui est santé mentale, sur crise d'angoisse, ce que c'est, il n'y avait pas eu de mots qui ont été mis et donc pour moi je me disais ça va passer. Ça passera, il y aura la soutenance de thèse et après ça ira mieux. En soi, je le voyais vraiment comme ça. Après, j'ai été entourée dans le sens où la personne avec qui j'étais à ce moment-là a vu que je commençais à glisser d'une certaine manière, que mon état était en train de se dégrader avec des émotions qui n'étaient pas forcément, je dirais normales, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y avait une souffrance qui se cachait derrière ces émotions. Et après une énième crise d'angoisse, oui, il m'a emmenée aux urgences, mais l'accueil que j'ai eu, je dirais, m'a refroidi dans le sens où on m'a dit qu'il fallait pas se mettre dans cet état pour ça. Sincèrement, se prendre ça en pleine face, ça n'a pas été simple et ça m'a confortée un petit peu dans cet état que oui, ça allait passer.
sincèrement, que la soutenance après cette deadline qui sera passée, la fin de thèse, tout irait mieux. Mais ça n'a pas été le cas. Tu as soutenu ta thèse et après les symptômes du coup sont encore augmentés. Il n'y a pas eu cet arrêt que tu pensais avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment après ta thèse ? Là, c'est une longue histoire. C'est vrai qu'il y a eu ma soutenance de thèse. Donc là, à ce moment-là, on est en décembre 2018. Donc on est après 3 ans de thèse. J'ai eu un financement d'une 4e année. Donc j'ai eu 4 ans de thèse et la libération, qu'on dira, d'avoir la soutenance où tout s'est bien passé. J'ai pris quelques semaines de vacances avec des amis. Ça a été vraiment de très, très bons moments. Et en janvier 2019, donc j'ai continué dans ce même laboratoire en post-doctorat. Alors, par choix, parce que dans la recherche en tout cas, publier un papier, c'est bien pour la suite. Et moi, j'avais pas encore totalement fini ce processus-là. On l'avait soumis et on était dans une attente de retour pour le réviser et le resoumettre pour qu'il soit accepté. Donc en janvier 2019, je reviens vraiment quelques jours au laboratoire et tout de suite j'ai été remis dans le bain sous cette pression avec le retour pour les révisions de mon papier. Et je pense qu'à partir de là, en fait, tout s'est majoré. J'ai été très irritable, je pleurais beaucoup, mais vraiment beaucoup, même au laboratoire. Les collègues l'ont vu. Rien ne se disait, mais en tout cas, ça se savait. Je faisais beaucoup d'insomnie. Aussi, au niveau alimentaire, je mangeais plus. Je pouvais même plus manger, en fait. C'était vraiment bloqué au niveau du ventre, ça passait plus. Le fait de ne pas manger m'a fait perdre énormément de poids. En 6 à 8 mois, j'ai perdu à peu près 10 kilos. Je m'en suis rendu compte indirectement. En fait, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Mes vêtements étaient de plus en plus grands, mais c'est pas quelque chose qui me préoccupait. Mais ça a été plutôt à la fin où je me suis regardée dans le miroir et je me suis fait peur. C'était vraiment la première fois que je me faisais peur parce que j'avais perdu 10 kilos, ce qui était assez énorme finalement. Ce qui m'a fait peur, je dirais, c'est que je ressemblais plus à un sac d'os qu'à autre chose. J'arrivais pas à me reconnaître. Mon visage, mes traits, mes formes, il n'y avait plus rien. Finalement, ça donnait vraiment cette impression d'être un corps sans vie. Ça, c'était peut-être le symptôme qui me faisait le plus peur. C'était vraiment ces palpitations des fois. Je sentais mon cœur battre à un rythme qui n'était pas normal. Et je m'étais dit que ça passerait. Alors, tout passerait, hein. C'est normal. On est un petit peu dans cette phase. Bon, il y a eu la thèse, c'était normal que ça soit difficile. On est là dans une période de révision pour le papier. C'est normal que ça soit pas le top non plus. Et que tout ça, en fait, j'arrivais à l'expliquer par une raison externe. Et je pense que ça permettait, d'une certaine façon, de me rassurer moi et de dire qu'à un moment, ça se finirait, en fait. Là, qu'il y avait une raison. Et donc, à partir de là, pour moi, ok, c'était pas normal. Je pense qu'il y avait ce côté-là où je le savais plus ou moins. Mais tant que je le justifiais, ça allait. Et ça a duré des mois et des mois. Je dirais, ce qui est fou, peut-être, c'est que oui, l'entourage l'a vu. Ça l'impacte aussi, ça a dégradé mes relations, je dirais, avec les personnes de mon entourage, plus ou moins, même si j'ai tenté, je dirais, de voiler la face et de finalement le cacher aux autres. C'est plus simple de montrer que tout va bien. Ça demande moins d'efforts, en tout cas pour moi. Mais ça a dégradé, en tout cas, la relation que j'avais avec la personne avec qui j'étais, qui le voyait, que je glissais de plus en plus, mais qui... parce qu'il ne pouvait pas, et puis c'était pas forcément son rôle, m'aider plus. Avec du recul, sur le moment, je pense que j'avais pas compris. Mais maintenant, oui, je lui en veux pas du tout. Il a fait tout ce qu'il a pu avec ses moyens à lui. Et moi, je continuais effrontément de continuer de me justifier. Donc on en arrive à 6 mois, donc en juin 2019, où du coup, ça a été trop pour la personne avec qui j'étais. Donc, on s'est séparés. Donc, ça a majoré d'autant plus tout ce qui était en train de se passer. Mes crises de larmes, mon irritabilité, mes insomnies, tout ce qui se passait, tous les symptômes que j'avais. Et je pense que ça a explosé à ce moment-là. Et en juillet 2019, mon papier est accepté.
Sauf qu'à ce moment-là, ça me donne plus de raison sur tous ces symptômes que j'avais. Et là, je pense que ça a été le plus dur parce que j'avais plus de raison et ça restait là. Est-ce que ça allait partir ou pas? J'espérais, on est en août après 2019 et en septembre, je pouvais plus. En fait, tout ce que j'avais essayé de maintenir, je me suis écroulée et c'est à ce moment-là où je ne pouvais plus que je suis allée voir mon médecin traitant qui n'est pas en région Île-de-France, donc je suis rentrée où j'habitais et chez mes parents. Je suis allée voir mon médecin traitant et là, il m'avait mis en arrêt maladie pour 2 semaines, plus antidépresseurs et anxiolytiques. Et c'est à ce moment-là où tout a lâché. Et comment tu as vécu cette période où justement tu vas voir un médecin, on te prescrit des médicaments? Quel était tes ressentis face à tout ça? En fait, dans ma tête, je pense que je voulais être arrêtée, puisque je ne pouvais plus. J'avais besoin de couper, c'était nécessaire. Je sentais que de toute manière, j'étais vraiment en train de glisser et que j'avais besoin de ça. J'avais tellement la boule au ventre d'aller au laboratoire, au travail, que c'était plus possible d'y aller. C'était vraiment une répulsion physique. Et les médicaments, alors je dirais que c'est la première fois où j'ai lu les notices des médicaments. À faire ou pas à faire, je sais pas, je l'ai jamais fait pour le Doliprane, peut-être que je devrais le faire maintenant. Mais comme c'est des médicaments sur le cerveau ou en tout cas la dépression, que c'est ce que j'ai lu les notices, je pense que c'était pour savoir ce que ça allait faire. Pour me rassurer et parce que c'est pas un médicament, je pense qu'on prend sans connaissance. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose de nouveau et c'était vraiment ce côté de me rassurer. Bon, par contre, quand je l'ai lu, j'avais plus envie de le prendre après. Avec un traitement, 2 semaines d'arrêt, comment ça s'est passé après? As-tu repris tout de suite au labo? Alors, pas du tout. J'ai commencé les traitements, du coup, d'antidépresseurs et d'anti-anxiolytiques. Ce qu'il faut savoir, et ce que le médecin m'avait pas dit, c'est que ça met du temps à agir. Et du coup, ces 2 semaines ont été très, très compliquées. Émotionnellement, ça a été vraiment, je pense, le point le plus bas que j'ai atteint. Vraiment, cette image d'être tombée au fond du trou, mais un trou sans fin. Cette période, je la décrirais comme ça, où j'avais l'incapacité de pouvoir me lever du lit. C'est pas que je ne le voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. C'était, je dirais la période la plus sombre de cette période de ma vie, qui fait partie de ma vie, mais effectivement, je ne pouvais pas me lever, ne rien faire. Et c'est durant cette période, mes amis n'étaient pas forcément au courant de ce que j'étais en train de traverser. Sauf que j'étais tellement bas et que y a eu ces idées qui viennent quand on est en dépression de tout arrêter, de vouloir en finir, qui perturbent aussi quand on les pense, de se dire ça serait plus simple de ne pas ressentir ça. C'est des choses qui marquent, moi, qui m'ont énormément marquée. De limite se faire du mal physiquement pour essayer de libérer un petit peu la souffrance psychique que j'avais. C'était vraiment ça, cette idée de se libérer de tout ça. C'est une douleur, en tout cas, que je ne souhaiterais à personne, la douleur psychique, et même à mon meilleur ennemi. Et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai appelé une amie. Et je la remercie énormément, qui est venue me chercher. Et je suis allée vivre quelques temps chez ses parents qui m'ont accueillie à bras ouverts, qui connaissaient en tout cas des personnes qui avaient eu des dépressions, qui ont pu m'accompagner du mieux qu'ils ont pu et d'une façon dont je suis extrêmement reconnaissante aujourd'hui. Ça m'a permis d'en parler aussi à d'autres amis. Ça a été compliqué, Moi qui parle pas beaucoup de moi, ça a été une épreuve. Et c'est vrai que au bout de ces 2 semaines, j'ai été prolongée en arrêt maladie. Encore 2 semaines et puis encore 2 semaines. J'ai été au total à peu près en arrêt maladie 2 mois. Et j'ai commencé aussi à aller voir un professionnel pour être suivie, en tout cas, pour essayer de soulager cette souffrance. Alors, j'y suis pas allée de moi-même. À ce moment-là, franchement, entre les psychologues, les psychiatres, tout ce qu'il existe en professionnel de la santé mentale, j'avais pas la foi et la force de chercher.
C'est une personne de mon entourage qui m'est très chère, qui m'a donné un contact. Et j'y suis allée dans un premier temps juste pour faire plaisir, pour dire j'y vais. Mais sincèrement, j'en voyais pas forcément l'intérêt. Mais je pense que c'est aussi par ce manque de connaissances que j'avais sur la santé mentale. Je disais que je savais pas en quoi ça allait m'aider. Sauf que ça m'a beaucoup aidé. Ça a matché. J'ai eu la chance que ça matche dès le début avec ce professionnel dont je suis toujours aujourd'hui suivie. Mais il faut du temps. Et ça, c'était la notion que j'ai eue qui a mis du temps à être considérée. Je voulais guérir tout de suite, comme quand on a des maux de tête en fait. Je pensais vraiment qu'en quelques semaines, allez au plus, ça allait être réglé. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est atteint d'une pathologie psychique, psychiatrique. C'est des mois et des mois pour s'en remettre, même peut-être des années. Moi, je dirais plutôt en années. Il m'a fallu plusieurs années pour retrouver un équilibre. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'être entourée par des gens, je dirais juste magiques, avec le support adéquat. Ils ont fait chacun en fonction de ce qu'ils pouvaient. Mais en tout cas, ils m'ont pas brusqué, ils m'ont accompagné, ils ont essayé de comprendre. C'est pas simple d'être confronté à une personne qui n'a plus envie de vivre. En tout cas, moi, je me définirais comme ça durant cette période. Je n'avais plus envie de rien et surtout plus envie de vivre. Ils m'ont guidée doucement. Ils m'ont pas brusqué, ils m'ont pas dit qu'il fallait aller sortir tous les jours. Ils m'ont proposé, mais ils me laissaient le choix. Et petit à petit, ça aide. Et ça m'a aidée. Tu dis que cette partie la plus sombre, elle a duré longtemps. Est-ce qu'elle dure encore ou qu'est-ce qui s'est passé après cette période ? Je dirais après ces 2 mois d'arrêt maladie, pour une question financière, j'ai dû retourner au travail puisque j'avais un contrat de moins d'1 an. Et bon, bref, je touchais pas grand-chose en étant en arrêt maladie. Donc, il faut continuer à vivre. En plus de la dépression, il y a tout cet aspect-là qui peut aussi être une source, je dirais, supplémentaire de stress. Ça a été encore compliqué plusieurs mois. Reprendre le travail, déjà, c'est faire face à ses collègues. Certaines personnes le savaient, je ne sais pas si tout le monde était effectivement au courant, mais ça a été difficile, ouais. J'ai eu beaucoup de problèmes de concentration, beaucoup de problèmes d'attention. En fait, au début, j'ai pu voir la directrice du laboratoire pour essayer d'aménager mes horaires. Donc, elle était d'accord. Je pouvais faire des journées plus courtes. Alors, plus courtes, peut-être, ça va vous paraître pas tellement plus court, mais c'était du 8h30, 16h, ce qui me permettait de travailler à mon rythme et puis aussi de rentrer tranquillement chez moi le soir, de ne pas être trop en surcharge. Sauf que ça a duré 1 semaine et que j'ai eu un mail de cette directrice du laboratoire qui m'a dit que là, c'était pas possible que je reste avec ces horaires-là. Donc, bête et méchant, je n'avais pas la force de me battre à ce moment-là. J'ai fait des horaires de 8h30, 18h, 18h30. Mais c'était du présentéisme, majoritairement. Je ne pouvais pas. C'était trop encore pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'impliquer, pour pouvoir réfléchir. J'étais là juste... voilà, mon corps y était, ma tête n'y était pas. En parallèle, je dirais, la relation avec les collègues a changé. Forcément, c'est compréhensible. Quand je suis revenue, moi, j'avais besoin de changement, de changer de bureau, Ouais, vraiment, j'avais besoin de ça pour avancer tranquillement. Certains ont eu du mal à comprendre. Et en fait, je peux les comprendre parce que c'est pas quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Une personne en souffrance psychique ou en dépression, en fait, on sait pas réellement ce que c'est. Et ce manque de connaissances m'a vraiment mis en difficulté aussi à mon retour. Parce que j'avais encore des réactions, je dirais, très émotionnelles. C'était pas forcément compris. Ce changement de bureau, oui, certaines personnes m'ont pris pour elles, mais alors que c'était pas du tout le cas. Moi, j'essayais juste à ce moment-là de me sauver moi et de, pour une fois, me mettre en priorité.
On est en mars 2020, le Covid arrive et pour moi ça a été la plus grande joie de rester chez soi. Ça peut paraître bizarre, mais du coup ça me demandait moins d'efforts. J'étais encore vraiment dans cette période où c'était compliqué, moins qu'il y a quelques mois, mais j'avais besoin de me centrer sur moi et de ne pas mettre d'efforts à l'heure actuelle dans le travail, dans maintenir, je dirais, la relation avec des personnes. Ça me demandait tellement d'énergie que là, passer du temps seul, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, c'est quelque chose moi, que j'ai trouvé très agréable, ce temps vraiment tranquille, où je faisais tout pour moi. Et surtout, comme moi, mon papier scientifique avait été publié, j'avais pas forcément beaucoup de travail à faire. Et faire de la recherche en biologie chez soi, c'est pas réalisable. On n'a pas tout ce qu'il faut. Donc du coup, oui, j'avais pas grand-chose à faire. Donc ça, c'était vraiment la période moi que j'ai appréciée et qui m'a aussi permis de penser à moi, d'avancer. Et là, je dirais, j'ai réellement commencé à sortir la tête de l'eau. Et ça a commencé aussi à me faire changer ma vision des choses. Le fait de se dire que le monde de la recherche, même si j'adorais ça, j'adorais faire de la recherche, être dans ce monde où il y a une pression constante je dirais du harcèlement aussi, des mails qu'on reçoit tout le temps, il faut que tout soit fait avec des deadlines à n'en plus finir. C'était plus pour moi la course au financement, ne pas partager sa recherche de peur de se la faire voler par quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était pas ça le monde de la recherche, je voulais pas faire partie de ça. Et donc forcément, on se dit il va falloir dire au revoir. Et la fin de mon financement arrivait, donc financement de post-doctorat, en juin 2020. Durant la période de Covid, j'ai postulé à une formation en espérant, en disant on verra. Soit je suis prise, soit je suis pas prise. Mais en tout cas, il y avait cette envie d'avancer dans une autre direction. Et c'est vraiment, à partir, on est en mars, avril, mai 2020, où ça allait mieux, mais c'était pas encore totalement ça. Je pouvais en tout cas me projeter. Le moment où je me suis sentie, je dirais, alors guérie non, mais en tout cas mieux avec moi-même, c'était un an plus tard, en 2021, en mai-juin 2021, où vraiment je pense que j'ai compris ce que j'ai traversé. Je l'ai accepté aussi, j'ai accepté mon déni que j'ai fait pendant plusieurs mois aussi, puisque ça a été ça, de se dire que en fait il y avait beaucoup de signes que je n'ai pas pris en considération, que je n'ai pas voulu prendre en considération, et de se dire j'aurais peut-être pu m'arrêter plus tôt. Avec des peut-être, on peut refaire le monde, hein. Malheureusement, on ne le refera pas, mais j'accepte cette période et ça fait partie de moi. Pour moi, ça m'a tellement appris. Alors, je souhaite à personne de passer par une phase comme ça dans sa vie. C'est pas du tout le message que je veux faire passer, mais en tout cas pour moi, maintenant, j'arrive à le tourner de façon positive et de m'en servir pour avancer et continuer. Même si à certains moments, je reste toujours fragile, je suis toujours, je dirais, en équilibre sur un fil. Il y a des jours où je penche un peu plus, mais j'essaie de me rappeler que c'est à ce moment-là où je commence à avoir des signes d'insomnie, d'émotions un petit peu trop exacerbées, ou que peut-être qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Maintenant, je pense que je me connais mieux aussi grâce à tout ça. Tu dis que tu as du mal à parler de toi, mais je trouve que tu t'en sors très bien. Maintenant, tu as pris du recul sur la situation, même si, comme tu dis, c'est un peu fragile et que tu es toujours en équilibre. Qu'est-ce que tu dirais à la Marine en 2018, ou au moment où ça devenait compliqué et c'était une sensation de down pour toi? Je lui dirais plein de choses. Je lui dirais déjà que ça ira mieux, mais que ça prendra du temps et qu'il ne faut pas être impatiente. Je pense que le temps au début, ça a été vraiment très frustrant pour moi de ne pas guérir rapidement, de ne pas être soulagée finalement si rapidement. Je lui dirais aussi que tu as des gens formidables autour de toi et que tu peux leur parler et qu'ils te comprendront, ils pourront être là. Et que certains, malheureusement, auront du mal, mais que c'est comme ça. Je pense que c'est compliqué, en tout cas encore, de parler de pathologie psychiatrique, de connaître ce que ça peut faire et d'être aussi ouvert en fait à ça. Et effectivement, oui, ça
ça a fait changer mon cercle, je dirais, proche, de personnes proches. Qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre? Si, je pourrais lui dire qu'elle sera forte, qu'elle y arrivera et qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent. Et du coup, la dernière question, qu'espères-tu à travers ton témoignage? J'espère que les encadrants, les institutions ne normaliseront plus la souffrance des doctorants. Il n'est pas normal, en tout cas, que les doctorants souffrent en thèse. En tout cas, je te remercie grandement d'être venu et d'avoir accepté de partager cette partie de toi avec nous. Je te souhaite que du positif et de la réussite dans tes futurs projets. Encore merci. Merci. Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Eline et Kali, psychologues, afin de basculer dans leur univers. Bonjour les filles, merci d'être venues et d'accepter de partager vos connaissances une nouvelle fois. Du coup, dans l'épisode de Marine, on a pu voir qu'elle parle beaucoup de dépression et qu'elle prend un peu du recul sur ce qui s'est passé pour elle. Si on pouvait donner un conseil ou revenir sur quelques notions, comment on se rend compte qu'on a passé cette étape et qu'on rentre en dépression, ou comment on sait qu'on est en dépression? Comme on l'a dit précédemment, la dépression, c'est quand on est épuisé, parce que l'anxiété est devenue chronique, on n'a plus de ressources. Donc là, on sent vraiment un épuisement total et il y a vraiment 2 symptômes qui sont saillants dans la dépression. Donc le premier, c'est l'humeur triste. Et ça doit durer au moins 2 semaines. Donc l'humeur triste, c'est de manière quasi constante, c'est-à-dire presque tous les jours, presque toute la journée. Enfin, voilà, il y a un caractère vraiment envahissant de cette tristesse. On peut se mettre à pleurer à n'importe quel moment, éclater en sanglots. Et on ne sait pas forcément pourquoi d'ailleurs. C'est un peu constant et aléatoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas lié à des événements en fait. C'est notre état, c'est devenu notre humeur de base en fait. C'est forcément difficile. Et le deuxième symptôme important pour vraiment fixer le diagnostic d'un épisode dépressif, c'est vraiment la perte d'intérêt et de plaisir pour des choses qu'on aimait d'habitude faire. Et ce qui est dur à vivre aussi, parce qu'on se dit mais plus rien ne me fait plaisir. Voir mes amis, d'habitude ça me fait du bien. Là ça me fait plus rien, c'est même difficile pour moi. Et donc on ne trouve plus les ressources nulle part en fait. Finalement tu te sens un peu désarmé, mais tu commences un peu à comprendre et à te rendre compte que cela ne te fait plus plaisir. Ouais, ce qui te donnait avant de l'énergie, en fait, là, t'en pompes. Je sais pas, être avec des amis, ça peut te redonner un coup de boost, etc. Alors que là, quand t'es en dépression, c'est aller voir tes amis, c'est quel enfer, ça va me prendre tellement d'énergie, quoi. C'est ça, tout devient un effort, mais même se laver, enfin, des banalités pour la plupart des gens, ça devient quelque chose de difficile. Se sortir du lit, aller faire son petit déj, se laver, mais ça devient des épreuves, en fait. C'est ça. Et donc après, il y a plein d'autres symptômes. Marine en a cité beaucoup dans le témoignage. On va avoir au niveau de l'alimentation beaucoup de changements. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit on va perdre l'appétit totalement et du coup, il va y avoir une perte de poids assez importante. Soit au contraire, on va se réfugier un peu dans la nourriture et il va y avoir une prise de poids. Ça dépend totalement des gens. Il va y avoir au niveau du sommeil aussi, donc de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Donc c'est-à-dire on dort tout le temps. Toute la journée. Et pourtant, on a beau dormir, on reste très fatigué. On sent qu'on n'a plus d'énergie, comme plus on disait. Plus de ressources. Malgré le sommeil. Donc on voit bien que c'est pas lié du tout à une fatigue physique. C'est vraiment la fatigue morale, la dépression. Parce que quoi que tu fasses, tu es tout le temps épuisé, comme tu disais tout à l'heure. Ça se retranscrit au niveau de ton corps et aussi au niveau de ton énergie. C'est ça. Puis après, il y a aussi l'agitation ou alors le ralentissement. On peut être très ralenti au niveau cognitif. Du fait de l'épuisement, on réfléchit lentement, on n'a plus du tout de capacité de concentration. Des troubles de la mémoire, on oublie tout. On devient un peu un boulet sur pattes, donc ce qui en plus aggrave notre état puisqu'on se dit je fais n'importe quoi, comment j'ai pu en arriver là, et puis là on continue à se dévaloriser. C'est ça, il y a une baisse de l'estime de soi évidemment du fait qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait avant, voilà, que les autres autour de nous peuvent aussi le remarquer, donc on peut avoir des petites réflexions. Mais ce qui est important dans ce qu'a dit Kali, c'est au niveau de l'agitation aussi. Parce que c'est pas que, y a un peu cette idée reçue que la dépression, c'est je sors plus de mon lit. Oui, parfois c'est ça,
Mais pas toujours. Des fois, ça va être complètement masqué par une hyperactivité, en fait. Parce qu'on fait plein de choses pour essayer de ne plus penser à ce qui nous fait du mal. Et justement, quand on arrête de faire ces choses-là, c'est là qu'on tombe complètement et qu'on se relève plus. On s'écroule, ouais, une fois qu'on n'a plus ça. Donc ça, faut pas l'oublier. Oui, parce que les réflexions de « Ah, c'est bon, t'es pas en dépression. Si t'étais en dépression, tu serais chez toi, allongé dans ton lit. » Ça, c'est totalement faux. Ça part des idées reçues, comme tu disais. Oui. Et après, donc il y a d'autres symptômes. Donc on a dit vraiment la dévalorisation, la culpabilité, beaucoup de culpabilité pour plein de choses. Et après, on a forcément un symptôme un peu plus inquiétant, donc vraiment à surveiller, c'est les idées noires. Donc penser très souvent à un malheur qui pourrait nous arriver, à la mort tout simplement. On se pose des questions sur la mort. Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Voilà, ces questions viennent et ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Voilà, ça c'est important de le dire aussi, parce qu'il y a encore, c'est encore un peu tabou, un peu stigmatisé la dépression. Mais non, il n'y a pas de critères. Comme on a pu l'expliquer auparavant, c'est vraiment une maladie, ça se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on a un manque de sérotonine, c'est que ça dysfonctionne au niveau du cerveau, c'est pas une question de volonté ou quoi que ce soit. Et ces idées noires, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment, ou c'est plus progressif? Non, ça peut arriver, ça dépend vraiment des gens. Il y en a, ça va commencer par ça dans la dépression, d'autres, ça va arriver vraiment quand il y a un mal-être qui s'est installé. Voilà, ça dépend totalement. Et on faut savoir que les idées suicidaires, donc c'est encore autre chose, hein. Il y a une différence entre penser à la mort et penser à se tuer, c'est encore un autre stade. Les idées suicidaires sont toujours aussi temporaires, c'est par phase. On y pense souvent et c'est là qu'il faut aussi s'inquiéter. Voilà, il y a des degrés d'urgence au niveau du suicide. On ne va pas détailler, mais vous pouvez vous renseigner sur Internet. Mais voilà, c'est quand ça devient trop récurrent et qu'on a vraiment un plan en tête. C'est là qu'il faut vraiment aller voir quelqu'un, voire appeler les numéros d'urgence. Comme le 3114 par exemple. Vous disiez tout à l'heure que les personnes peuvent se rendre compte de cet état. Mais du coup, en tant que personne extérieure à cette situation, qui n'est pas facile à adopter également, comment on peut la gérer ou du moins essayer d'accompagner ton proche ou cette personne qui est en difficulté? Déjà, il faut être informé. C'est pour ça que faire des podcasts comme ça, c'est super. Faire de la prévention, il faut que les gens sortent de leurs idées reçues et comprennent que c'est une maladie. Donc la prévention, l'information, et puis après, soutenir la personne, ne surtout pas invalider ses émotions. Voilà, il y a une réaction qui est tout à fait compréhensible des proches. C'est difficile en tant que proche de vivre avec quelqu'un en dépression. C'est pas facile du tout. Donc on peut comprendre que des fois on a des mots, ça sort tout seul, mais les phrases du type bon allez c'est bon, secoue-toi, regarde t'as tout pour être heureuse, etc. Évidemment ça n'aide pas. Au contraire, ça augmente le sentiment de culpabilité. Donc ouais, soutenir au maximum, éviter toutes les phrases un peu bateau qu'on peut dire, mais aussi parce qu'on est en panique. Donc là encore, c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Hein. C'est pas instinctif de savoir aider quelqu'un qui est en dépression, mais toutes les phrases du type quand on veut, on peut. Non. On aime bien de plus en plus, on l'entend souvent dans les professionnels de santé, on fait le parallèle entre les maladies psychiques, mentales et les maladies physiques. Je sais pas pourquoi, on fait beaucoup de différences entre les deux, hein. Et si quelqu'un va se casser la jambe, personne va lui dire « Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est de ta faute !» Non, c'est un accident. Et la dépression, c'est pareil, c'est la faute de personne. Ça arrive, on n'y peut rien. Et on se fait soigner de la même façon. Et malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas ce réflexe d'aller consulter, parce qu'on pense encore que voir un psychologue, c'est pour les fous. Il y a encore des gens qui pensent ça, malheureusement. Non. Si vous cassez la jambe, vous n'hésitez pas, vous allez aux urgences, on va vous mettre un plâtre, vous allez avoir de la rééducation, ça va être long. Et ça, on l'accepte totalement, et c'est normalisé. Tandis que pour la dépression ou l'anxiété, on n'a pas ce réflexe-là d'accéder aux soins. Voilà. Donc ça, il faut que ça évolue aussi. Et encore une fois, c'est grâce à la prévention que ça va évoluer, en fait. Ce qui est important de la part des proches, une fois qu'ils sont renseignés, c'est aussi d'inciter du coup la personne qui est en dépression à aller consulter. Ce qui est recommandé au niveau de la Haute Autorité de Santé actuellement, c'est de combiner un suivi médicamenteux. Donc ça va être auprès d'un psychiatre. On détaillera une autre fois la différence. Donc le suivi médicamenteux est souvent indispensable quand on est sur une dépression modérée à sévère surtout. Et on associe ça à un suivi thérapeutique qui va permettre à la personne notamment d'éviter les rechutes. Parce que bien que le médicament puisse aider, souvent il y a des bons effets, hein. Il y a un regain de plaisir, d'énergie au bout d'à peu près 2 semaines. Ouais, 2 semaines, 1 mois. Voilà, donc on se sent vite mieux, mais ça ne suffit pas. Parce que le traitement va agir vraiment sur, on parlait tout à l'heure de sérotonine,
C'est en gros le neurotransmetteur, donc c'est un peu comme une hormone au niveau cérébral, c'est ce qui transmet le plaisir en gros. Et donc cette hormone, on se rend compte que souvent, dans la dépression, elle est en déficit. En tout cas, elle n'est pas bien assimilée dans le cerveau. Donc le traitement va permettre une meilleure assimilation de cette hormone-là. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a toutes les pensées qui vont derrière, tous les comportements qu'il faut travailler avec un thérapeute. Puisque, imaginons, on prend le traitement, 1 an, 2 ans, ça va beaucoup mieux. On se dit, bon, on l'arrête. Donc on diminue, on l'arrête. Mais nos comportements, nos pensées n'ont pas changé. Donc c'est là où la rechute peut survenir. Parce qu'en fait, dans le cerveau, c'est stabilisé, mais dans nos comportements, non. Donc ça se travaille avec un thérapeute. C'est ça. Si on reprend le parallèle avec la santé physique, pareil, je me casse une jambe, j'ai mes béquilles pour me soutenir un temps, et ensuite je réapprends à marcher. C'est la même chose. Là, les béquilles, c'est le traitement. C'est juste une aide, on va dire, qui est très importante, évidemment. Sinon, on tombe. Mais voilà, c'est un soutien. Et à côté, il y a le travail thérapeutique, comme fait le kiné. Mais là, c'est le psychologue, le psychothérapeute qui va le faire avec le patient. Puis après, ça dépend des personnes, suivant la durée de l'accompagnement. Oui, tout à fait. Ça dépend ce qu'il y a à travailler. Et plus on met du temps à traiter une dépression, plus c'est long à traiter. C'est-à-dire, plus la prise en charge est tardive, plus ça va être compliqué. Parce que les symptômes se sont ancrés et c'est très dur. Les habitudes se sont aussi ancrées. C'est ça. Et si un proche veut justement assurer une prévention, est-ce que tu peux quand même consulter un psychologue ou un autre professionnel en tant que proche, ou plutôt aidant qui soutient une personne qui fait face à une dépression? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les proches ou pas du tout? Sûrement, peut-être des programmes spécifiques. Il y a des groupes de parole pour les familles, il y a des choses comme ça qui existent dans des associations. Après, il faut que ce soit la personne concernée qui aille consulter et le psychologue, le psychiatre fait intervenir la famille dans la prise en charge, dans le soin pour justement la prévention, donner des conseils et pouvoir échanger tous ensemble sur comment est-ce qu'on peut aider le quotidien de la personne qui est dépressive. Merci pour toutes ces informations. J'espère que ça éclairera quelques personnes et voir quelques proches pour savoir comment se comporter face à une situation un peu délicate. Merci beaucoup. De rien. Tu viens d'écouter le témoignage de Marine et l'avis expert d'Éline et Cali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes, mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante: svb-off@outlook.fr. Nous remercions chaleureusement Marine d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorley, Lucia Musique sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage. Ainsi qu'Éline et Cali, psychologues de profession connus sous le nom de Psychobaye sur Instagram, pour leurs connaissances scientifiques apportées. Et merci à toi de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.